reconnaissance vocale, on a l'impression que c'est moderne. En fait, la reconnaissance vocale, ça fait des années que ça existe. Ça fait seulement depuis très très peu de temps qu'on a l'impression que c'est quelque chose de courant. Pendant des années, c'était quelque chose qui était assimilé à la science-fiction alors que c'était une capacité établie technologiquement. Et donc en fait, ce qui manque parfois du côté métier, c'est cette prise de conscience du champ des possibles. Et donc très très souvent, les discussions sont « Ah mais vous savez que c'est possible ça, vous savez qu'en fait ce que vous me décrivez, c'est pas de la science-fiction, que c'est moins compliqué que ça en a l'air. » Le plus fascinant, c'est pas tellement le chat. Dans le chat GPT, le plus fascinant, c'est ce qu'il y a avant le chat. C'est toute la construction de cette intelligence. Comment est-ce que je collecte une série d'informations intéressantes? Comment est-ce que je construis une matière grise? Et après, le chat, c'est juste une façon de communiquer avec cette matière grise. La logique d'une entreprise, c'est avant toute chose comment est-ce que je construis ma matière grise, bien plus que comment est-ce que je fais un chat, une interface de chat. Et dans la majorité des projets sur lesquels on bosse, le problème, il n'est pas tellement au niveau de l'interface de chat. Le problème, il est, j'ai pas vraiment stocké les données de mes clients de manière assez diligente. Oh, mais tu sais, mon CRM, la qualité, elle est pas dingue. Et ben, en fait, c'est ça qui alimente ta matière grise, il n'y a pas de secret. Il n'y a rien de pire que de forcer des solutions là où tu sais dans ton fort intérieur que ça n'a aucun intérêt. La façon dont on arrive à faire ça sereinement chez nous, et la façon dont je résume en une phrase cette logique, c'est un désir authentique d'aider les gens. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux voir ton problème? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Bienvenue Julien sur ce premier épisode. Merci de te prêter au jeu, d'être le premier Kobe. Donc ce format, on l'a imaginé ensemble et on est parti en fait du constat que les dirigeantes et dirigeants d'entreprise sont un peu submergés par un peu le buzz de l'IA, etc. Ouais. Nous, on voulait apporter un petit peu de clarté là-dedans, les aider à comprendre les enjeux de la donnée, de l'IA et surtout comment les organisations et les entreprises peuvent utiliser la donnée et l'IA au service de leurs objectifs. Tout un programme. Tout un programme. Pour commencer, je t'invite à te présenter. Donc moi, c'est Julien, j'ai 45 ans, marié et 2 enfants. J'ai commencé ma carrière en 2002, après une école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans l'audiovisuel, production audiovisuelle, à l'époque où il n'y avait pas encore Netflix et des choses comme ça, il y avait encore les DVD. Et j'ai passé 4-5 ans à travailler plutôt du côté financier, tax shelter, donc incitants fiscaux, coproduction, soutenir les intérêts des producteurs belges et européens. En 2007, j'ai eu l'opportunité d'aller à Londres. Par le biais de l'audiovisuel, on m'a demandé de me pencher sur la problématique l'opportunité de marché des films sur téléphone portable. Et après 2 semaines, j'ai remarqué que le potentiel des films sur téléphone portable, en tout cas des longs métrages, il n'était pas incroyable. Donc la version romantisée de l'histoire, c'est que j'ai été voir mon patron en lui disant que j'aimerais bien avoir autre chose à faire que de m'occuper de ça. Sinon, j'avais pas beaucoup d'avenir dans la boîte d'analyste où j'étais. Et on m'a gentiment confié le sujet d'un truc qui s'appelle l'iPhone, qui venait de sortir. Cette petite chose. Voilà, ce jouet, comme certains l'appelaient à l'époque. Et clairement, on misait pas énormément dessus. Et donc, c'est devenu le sujet sur lequel je suis devenu un expert. Évidemment, j'ai eu beaucoup de bol parce que l'iPhone est devenu l'iPhone et finalement, il a fini par détrôner Nokia, BlackBerry et toutes ces marques qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. L'année d'après, j'ai pris... je me suis occupé de tout ce qui était l'écosystème Android. Et là, de nouveau, tu vois, tu dis, ouais, c'est peut-être... c'est quoi ce truc-là? Et puis finalement, ça explose. Et donc, pendant quelques années, je me suis occupé de sujets que tout le monde s'arrachait chez nos clients. Et donc, du coup, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Et donc, pendant 4-5 ans, j'ai surfé un peu sur la vague et l'explosion de l'industrie mobile, parce qu'à l'époque, on appelait ça l'industrie mobile. Ouais. Et il y a peut-être des parallèles à faire, d'ailleurs, avec l'IA, parce que l'industrie mobile, à l'époque, on avait l'impression que c'était un truc séparé de l'industrie et du monde réel. Alors qu'en fait, maintenant, l'industrie mobile, ça n'existe pas. C'est complètement dilué, diffusé dans l'industrie de tous les jours, dans toutes les industries traditionnelles. Et après quelques années où j'ai fait effectivement, tu vois, des prévisions de marché, l'iPhone va faire autant, la part de marché d'Android, de Samsung, les acquisitions, fusions dans les startups, etc., dans l'écosystème. Je suis revenu en Belgique et là, je suis devenu consultant indépendant et principalement, j'ai travaillé en télécom. Et mon plus gros sujet... mon plus gros projet, c'était la fidélisation client en télécom. Ouais.
Et c'est là où, la deuxième fois où j'ai un peu eu le virus des données, j'ai téléchargé un truc qui s'appelle toujours Tableau, qui est un outil de visualisation de données. Euh, c'est un peu comme un Power BI pour celles et ceux qui connaissent mieux Power BI, mais à l'époque, Tableau, c'était le truc qui débarquait et tout le monde se disait, c'est quoi ce truc d'extraterrestre? Comment est-ce que tu as fait ça? J'ai jamais vu une carte en direct. Comment est-ce que tu peux faire les filtres dans tes graphiques en pleine présentation? Enfin, les gens faisaient des yeux comme ça. Et moi, du coup, je me suis certifié dans mon coin. Mais je constatais que ça me donnait quand même beaucoup d'assertivité, beaucoup de crédibilité dans mon métier de consultant. Euh, et donc là, il y a quand même quelque chose qui a commencé à germer en me disant, attends, ce qu'il y a moyen de faire avec les données, ne fût-ce que pour convaincre les gens d'une prise de décision, si c'est bien fait, c'est quand même vachement puissant. Et personnellement, j'ai toujours trouvé beaucoup plus facile de convaincre les gens avec des arguments factuels plutôt qu'avec l'argument d'expertise. Bien sûr. Et donc, historiquement, quand tu es un consultant nouveau, moi, je trouve c'est un gros mot, c'est radioactif. Hein, tu arrives et tu dis je suis consultant, déjà, tu commences à avoir une levée de bouclier. Parce que je pense qu'il y a une logique traditionnelle qui est vous devez m'écouter parce que j'ai raison. Vous devez m'écouter parce que je suis un expert et je sais de quoi je parle. Et moi, j'ai toujours un petit peu un complexe de l'imposteur, tu vois, et en me disant, voyons qui je suis pour donner des conseils. En revanche, avec du quantitatif, avec des datas, en fait, ce que je pense a un peu d'importance finalement. À partir du moment où on est tous d'accord sur une méthode un peu scientifique pour pouvoir valider des hypothèses, mon opinion apporte peu. Et je trouvais ça finalement assez confortable intellectuellement comme position et authentique, quelque chose que je me sentais euh, légitime d'apporter comme aide aux autres, c'est de dire, écoute, mon opinion, en fait, enfin, moi j'ai une opinion, mais on s'en fout un peu, en fait, tu vois. Tu es expert sur la méthodologie, exact, mais pas sur les faits. Voilà. Et ça, je trouvais ça incroyablement rafraîchissant parce que j'avais du mal à me voir exister comme partenaire de boîte de conseil simplement, tu vois, sur ma cosmo-énergie, tu vois. Et j'avais du mal. Et donc, le fait qu'il y ait une ouverture en disant, mais tu peux valider ça avec la data, je fais, ah ben ça, je sais faire, tu vois. Ça, je sais faire et je peux être crédible puisque finalement, c'est pas mon nombril et mon intellect qui compte, c'est finalement la méthode. Et du coup, ça m'a vachement travaillé pendant des années en me disant, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Et au détour voilà, de la vie professionnelle, j'ai recroisé le chemin de Christophe, l'autre chauve qui fera l'objet d'un autre épisode. Et on s'est recroisés, c'était mon voisin de palier en télécom. Et donc moi, j'étais plutôt project manager business, et lui, il était data scientist, et il te racontera son histoire. Et on s'est croisés à un moment donné, et c'est là où en fait on est arrivé au même moment dans notre carrière et avec le même constat qu'il y a moyen de faire quelque chose avec la data pour les organisations. Et depuis donc bientôt 10 ans, Agility fait ça. Et donc on regarde, mais oui, c'est quoi exactement qui te travaille? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit? Et est-ce qu'il y a une façon validée, factuelle, analytique pour essayer de résoudre ces problèmes? Et notre expertise, elle est plus méthodologique que traditionnelle dans le sens conseil, quoi. C'est ça. Et déjà à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la data et de l'IA de manière plus générale. Ouais. À l'époque, il y en avait moins, mais il y en avait déjà quelques-uns. C'était quoi un petit peu le facteur différenciant? Comment est-ce que vous avez décidé dès le début de vous positionner par rapport au reste du marché? Je pense qu'au début, on était comme les autres. Certains diraient qu'on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait, mais je dirais qu'une conviction qu'on a depuis le début, c'est vraiment d'être obsédé par les problèmes à résoudre. Et ça, c'est un peu une grande citation en entrepreneuriat. C'est tu dois être amoureux du problème et pas de la solution. Et si tu commences ton projet en étant amoureux d'une solution, et c'est l'erreur que font énormément de boîtes avec l'IA aussi, c'est que tu es amoureux de ton chat GPT, tu es amoureux de ton IA et tu oublies le problème que tu essaies de résoudre. Tu as passé une après-midi à chipoter dans chat GPT, tu n'as pas été productif. C'est ça, les entreprises qui se posent la question, OK, comment est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour m'aider plutôt que partir des problèmes? OK, j'ai un problème de performance commerciale, de logistique, de ressources humaines. Comment est-ce que l'IA peut m'aider dans ce sens-là, quoi? Et ça, c'est vieux comme le monde. En fait, ça, c'est vieux comme le monde. C'est des erreurs qu'on fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu banal ce que je peux dire, mais fondamental. Les fondamentaux de ce que tu fais, c'est de se dire, OK, mais c'est quoi fondamentalement qui vous pose problème? Et si tu n'es pas amoureux de ça, enfin, pas amoureux des problèmes, mais amoureux de la résolution du problème plutôt que de la techno, tu vas faire des erreurs. Et il y a plusieurs types d'erreurs avec l'IA, et on peut en parler tout à l'heure. Et donc, notre différenciant, ça a toujours été de dire,
je veux être connu pour être quelqu'un qui résout les problèmes. Bien sûr, on utilise la technologie de pointe, mais c'est pas vraiment ce qu'on retient. Ce que les clients retiennent, c'est ah ben rien, regarde, tu as augmenté mes ventes, tu as réduit mes coûts, tu as amélioré mon risque financier, etc., etc. Et c'est ça que tu retiens. Après, le comment, bah ça, parce que ça fait 10 ans qu'on existe, mais au début, quand on travaillait, c'était sur laptop avec des fichiers CSV. Et c'est marrant parce que la perception du temps est vachement élastique aussi. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le cloud a toujours existé. Avant le Covid, le cloud, c'était pas garanti du tout, quoi. Le Covid, pour ce coup-là, ça a été bénéfique parce que ça obligeait tout le monde à basculer vers le cloud. Mais avant, tu avais plein de trucs avec, ouais, je te mets des fichiers CSV sur un FTP, un serveur, machin et tout. Oui, tout à fait. Et on a bossé 4-5 ans, et tu t'en souviens, pendant des années, c'était ça notre quotidien, si tu veux. Et ça a radicalement évolué du mode, je fais des projets sur laptop et puis je donne mes résultats aux clients, à des trucs complètement dans le cloud. Mais ce qui change pas, bah, c'est les problèmes. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est finalement quelque chose qui te recentre aussi d'un point de vue réalisme métier. Tu te dis, bah, en fait, les problèmes, c'est toujours les mêmes. Et dans 10 ans, il y a fort à parier que ce seront toujours les mêmes problèmes, à savoir comment est-ce que j'améliore mes ventes, comment est-ce que j'optimise mes opérations, comment est-ce que j'améliore mon cash, mes ressources humaines, etc., etc. C'est des problèmes qui sont, pour moi, allez, pas éternels, mais qui sont partis pour rester, tandis que la techno, elle évolue. Et donc, pour finalement répondre à ta question, c'est comme ça qu'on se positionne et c'est comme ça qu'on essaie de se différencier. Et donc, on veut pas, même dans la façon dont tu t'exprimes, c'est d'abord je te parle du problème et ensuite je te parle du comment. Ouais. Et c'est fait exprès. Et donc, on va parler de la performance commerciale et, petite parenthèse, on va utiliser de l'IA, on va utiliser tel type d'automatisation, etc., etc. Mais ça, c'est si vraiment vous voulez en savoir plus et vous voulez travailler ensemble, avec grand plaisir, mais ça ne doit pas être le cœur du sujet. Et ce que font, à mon avis, beaucoup d'entités assez mal, c'est qu'ils inversent le truc. Ils disent, ah, regarde la technologie, et puis l'impact, le résultat souhaité devient finalement une arrière-pensée, alors que c'est l'inverse. C'est ça. Et on voit aussi en termes de maturité de boîte, etc., qu'il y a un petit peu de différence. Parfois, les projets data sont poussés par le département IT ou le département data quand il y en a un. Et parfois, c'est poussé par le business. Et on se rend compte aussi que parfois, quand c'est poussé par le business, eh bien là, ça part d'un problème qui est réel, qui est vécu, et que ça a parfois plus d'impact de rentrer par cette porte-là que de rentrer par une porte BI. Et bien sûr, on se rend compte que le BI doit être inclus dans le projet, mais que la source du besoin vient le plus souvent du business. Ouais, donc le grand classique pour aborder le sujet, c'est de définir les enjeux, en fait. C'est qu'est-ce que tu as à perdre si tu fais rien et qu'est-ce que tu as à gagner si tu fais quelque chose. Et ça, c'est généralement les départements métiers qui peuvent te le dire, en fait. Et le département technologique va avoir beaucoup de mal à vraiment cerner la problématique. Et donc, si les départements métiers ne se soucient pas des enjeux et n'arrivent pas à formuler eux-mêmes, généralement ils y arrivent, hein, donc c'est une bonne nouvelle, mais la première chose, c'est de revenir sur le top 5 des enjeux des départements et de partir de là. Par contre, le département technologique, ce qu'il va bien faire, c'est te donner la faisabilité. Est-ce que c'est facile, difficile, etc., etc. Mais ce qui manque généralement, c'est du côté de la technologie, de l'empathie par rapport aux enjeux. Et du côté métier, c'est une prise de conscience du champ des possibles. Très très souvent, tu discutes avec le métier, par exemple, la reconnaissance vocale, technologie maintenant avec les applications modernes, on a l'impression que c'est moderne. En fait, la reconnaissance vocale, ça fait des années que ça existe, mais ça fait seulement depuis très très peu de temps qu'on a l'impression que c'est quelque chose de courant. Or, cette capacité technique, bien que moins évoluée qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle a existé depuis des années. Pendant des années, c'était quelque chose qui était assimilé à la science-fiction, alors que c'était une capacité établie technologiquement. Et donc, en fait, ce qui manque parfois du côté métier, c'est cette prise de conscience du champ des possibles. Et donc, très très souvent,
les discussions sont « Ah, mais vous savez que c'est possible, ça. Vous savez qu'en fait, ce que vous me décrivez, c'est pas de la science-fiction, que c'est moins compliqué que ça en a l'air. » Donc ça, c'est généralement le cas. Maintenant, avec l'IA aujourd'hui, on a parfois l'effet inverse. C'est que, et ça, c'est assez récent comme phénomène, on a parfois beaucoup des personnes un peu bruyants et qui surpromettent. C'est ça. Et qui créent de très très hautes attentes, Voilà. qui sont irréalistes et qui finalement Voilà. ne Et débouchent donc, pas sur du résultat. Le grand classique dans les projets technologiques, ça a été ouh là là, tu vas, c'est du surinvestissement. Tu vas claquer une fortune, tu n'es même pas sûr que ça va déboucher sur quoi que ce soit. Ça, c'est un grand classique et il y a des super articles dans l'histoire du business des migrations SAP qui partent complètement en vrille et qui tu crames $1 milliard. Enfin, c'est des trucs fascinants dans l'absolu. Et donc, il y a des précédents valides pour être méfiant par rapport aux projets technologiques de grande ampleur. Mais ce que je constate maintenant avec les technologies modernes, c'est qu'il y a aussi parfois des approches un peu cheap qui surpromettent les résultats et qui sont tout aussi pernicieuses parce qu'en gros, tu fais des expériences qui sont mal périmétrées, qui sont un peu au rabais, avec ton chat GPT à 20 balles. Enfin, et il n'y a rien de mal à avoir ChatGPT à 20 balles pour son quotidien, pour plein de trucs. Et moi-même, je l'ai. Je le donne à mes enfants quand ils en ont besoin. Il n'y a pas de mal à ça. Mais la confusion qui commence à se créer et les attentes qui commencent parfois à être mises sur des systèmes un peu... voilà, pas forcément dimensionnés, font que le risque qu'on court, c'est de tirer les mauvaises conclusions d'un sous-investissement. Ce qui est assez nouveau, parce que, en fait, ce qui est génial avec la barrière à l'entrée qui diminue, c'est que c'est une technologie qui devient hyper accessible. Et d'ailleurs, nous, on le voit dans nos projets aussi, c'est que les attentes des clients sont vachement plus élevées. Autrement dit, si même dans un prototype, t'as pas un truc avec le look and feel d'un chat GPT, eh ben déjà, tu as l'impression d'être un bras cassé. Tu donnes l'impression d'être un bras cassé parce que l'attente client, elle est définie par des services grand public. C'est ça, ouais. Et comme dans plein d'autres histoires, dans plein d'autres cas dans l'histoire du B2B, mais c'est assez... voilà, il faut garder à l'esprit que quand tu fais un prototype maintenant pour un client, eh ben effectivement, il faut qu'il y ait un niveau de qualité qui ne soit pas plus mauvais que quelque chose à 20 balles, parce que sinon, la comparaison va être, attends... ton prototype, il est moins bien que ChatGPT. Et en fait, pourtant, tu es discipliné, tu fais ce qu'il faut faire et tu sais exactement que c'est la bonne chose parce que c'est un projet d'entreprise et donc il y a des étapes à faire. Mais il faut faire attention, effectivement, à s'engouffrer dans des solutions qui surpromettent. Et alors, tu te retrouves un peu coincé et tu dis, ouais, finalement, j'ai essayé ChatGPT+, et finalement, c'est nul. Et du coup, je fais rien pendant 2 ans. Et donc, tu rates les grosses opportunités, tu rates les belles opportunités de création de valeur. Et donc, naviguer, si tu veux, ce scepticisme légitime et cette ambition qu'il est tout autant, et trouver le bon dosage technologique proportionnel aux enjeux, c'est selon moi un peu le caractère artisanal de ce qu'on fait, quoi. Tout à fait. Et je pense aussi qu'avec l'arrivée de ChatGPT, etc., les gens associent très très fort ça à c'est ça l'IA. Mais en fait, l'IA se décline de 1001 façons. Et en général, les gens mettent même la donnée dans le même panier que l'IA, parce qu'effectivement, c'est le fuel de l'IA. Mais c'est pas parce que ChatGPT ne répond pas forcément à certains besoins qu'il faut jeter la donnée et l'IA à la poubelle. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de tout ce qui est data, utilisation de la data et des trucs plus pragmatiques qui, au final, correspondent assez fort à notre philosophie? Bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que la confusion entre la couche chat d'un chat GPT et l'intelligence qu'il y a derrière est parfois un peu frustrante pour moi quand on entend des discussions grand public. Et c'est sûr que... et j'ai envie de dire, voilà, on va pas se lamenter, hein, on est là pour éduquer, et pour essayer de défendre un point de vue. Et une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui aussi, c'est pour essayer de partager certaines convictions. Mais le plus fascinant, c'est pas tellement le chat.
dans ChatGPT, le plus fascinant, c'est ce qu'il y a avant le chat. C'est toute la construction de cette intelligence. Comment est-ce que je collecte une série d'informations intéressantes? Comment est-ce que je construis une matière grise? Et après, le chat, c'est juste une façon de communiquer avec cette matière grise. Et effectivement, la logique d'une entreprise, c'est avant toute chose comment est-ce que je construis ma matière grise, bien plus que comment est-ce que je fais un chat, une interface de chat. Et dans la majorité des projets sur lesquels on bosse, le problème, il n'est pas tellement au niveau de l'interface de chat. Le problème, il est effectivement, j'ai pas vraiment stocké les données de mes clients de manière assez diligente. Oh, mais tu sais, mon CRM, la qualité, elle est pas dingue. Les données de facturation, elles sont dans un autre système que tes données d'expédition. Enfin bref, des grands classiques. Et en fait, c'est ça qui alimente ta matière grise. Il n'y a pas de secret. Sinon, effectivement, tu es condamné à utiliser ChatGPT parce que tes données internes, elles sont complètement inutilisables. Alors que le vrai défi, c'est comment est-ce que tous les signaux que je peux capter en tant qu'organisation, que ce soit des signaux commerciaux, financiers, etc., je dois les canaliser, les nettoyer, commencer à les stocker, faire une matière grise globale. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir faire de l'IA et valoriser la data. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a l'IA d'un point de vue chat, mais il y a de l'IA d'un point de vue optimisation, segmentation de ta base de clients. Combien de fois on ne va pas dans des organisations qui n'ont jamais fait de vraie segmentation de base de clients. Et donc, segmentation, c'est vraiment d'identifier des catégories de consommateurs qui ont des attributs similaires et qui vont réagir de manière similaire à des actions que tu souhaites, par exemple des comportements d'achat. Et des segmentations classiques, c'est des segmentations sociodémographiques, âge, code postal, etc., etc. Or, ce type de segmentation a des limites parce que deux voisins qui ont 45 ans, ils ont peut-être des comportements d'achat radicalement différents pour plein de raisons. L'un a 5 enfants, l'autre est célibataire, voilà, plein de raisons. Et donc, quand tu t'arrêtes au sociodémographique, il y a des limites à ta segmentation. Et traditionnellement, dans la segmentation, par exemple en distribution, voilà, il y a les fameux clichés de la ménagère de moins de 50 ans. Quand tu fais de la segmentation sociodémographique, c'est les grands classiques des 25 dernières années. Or, il y a plein de choses à faire avec une segmentation pour mieux comprendre ta base client. Et généralement, c'est basé sur du comportement. Et le comportemental dans ta segmentation, c'est super important parce que ça te fait identifier des groupes de comportements qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et c'était ça qui était fascinant en télécom, là où tout a commencé. C'est quand tu travailles justement sur la fidélisation de la clientèle, il y a toute une série d'événements où tu te dis, par exemple en télécom, un grand événement en télécom, c'est le déménagement. Tu déménages, généralement, tu dois rendre ton modem ou prendre ton modem avec toi, activer ton nouveau Internet. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en expérience client, un moment de vérité. Parce que si tu te plantes pendant ce moment de vérité, ça sent le roussi, tu vois. Et en fait, tu n'as pas besoin d'un data scientist pour savoir qu'un déménagement, c'est critique. Voilà. On n'a pas attendu les data scientists en télécom pour se dire je ne vais pas foirer mon installation, je ne vais pas foirer mes déménagements, etc., etc. Donc, c'est des moments de vérité qui sont connus. En revanche, il y a plein de petits micro-signaux de comportement qui, à l'œil nu, sont difficilement interprétables. Et donc, si tu demandes, par exemple, à un directeur facturation dans un opérateur télécom, et tu lui dis « Ah oui, mais Alex a une erreur sur sa facture il y a 2 semaines, et donc le directeur factu va te dire « C'est pas pour ça qu'il part. Je veux dire, si tous les gens qui ont une erreur de factu ça s'en allait, ça se saurait. Donc, c'est pas moi. » Ok. Alors, tu vas voir le département technique et tu fais Alex, il y a eu un dépannage chez Alex, donc c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Et le responsable du département technique va te dire mais enfin, c'est pas parce qu'il y a eu un dépannage chez moi que ça se saurait si tous les dépannages menaient à un churn, au fait qu'il quitte mon opérateur télécom pour la concurrence. Et puis le call center rebelote. Alex, il a attendu 5 minutes en call center, c'est inacceptable. Donc tu comprends que s'il attend 5 minutes en call center avant qu'un agent décroche, c'est à cause de ça. Et là, le directeur du call center, de nouveau, te dit ça se saurait. Regarde le nombre de milliers de personnes qui attendent plus de 5 minutes en call center, c'est pas de ma faute. Et sur papier, tu dis bah oui, recevable.
En revanche, la succession de ces micro-irritants font que dans ton historique individuel, ton coefficient en avoir ras-le-bol va vachement augmenter. Et donc, en gros, par ces mini-signaux comportementaux du fait j'ai appelé le call center, ça s'est pas bien passé, etc., mis bout à bout, ça va faire que ton risque de partir à la concurrence est vachement plus élevé que la moyenne. Et c'est là où la donnée est super intéressante, et c'est là où beaucoup d'entreprises ne se rendent pas forcément compte de l'utilité de tout remettre dans cette fameuse matière grise pour pouvoir retirer les choses et de dire, ben regarde, succession de erreurs de facture, dépannage, 5 minutes au call center, là ça commence à piquer. Et là tu comprends qu'Alex il en a ras-le-bol en fait et il veut plus nous voir. Et qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place alors à partir de ce moment où elles ont cette matière grise, elles ont identifié le risque de départ d'un ou plusieurs clients? Qu'est-ce que les entreprises font? Première étape, donc avoir une bonne hygiène de collecte des informations. Donc, dans ta question, c'est peut-être déjà acquis, mais dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Et donc, effectivement, c'est super important d'avoir une bonne hygiène de collecte des données, de stockage des données pour préparer tes analyses. Et donc, c'est toute cette fameuse pratique de data engineering, de data warehouse, data gouvernance et tous ces trucs qui, pendant des années, ont semblé rébarbatifs ou ouh là là, c'est chiant quand même de parler de ça. Tu vas parler au métier, avec quoi tu viens et en fait, si tu fais pas ça, si tu fais pas les bonnes fondations pour pouvoir une bonne hygiène de traitement de tes données, bah, tu te retrouves avec 0 données exploitables dans ta boîte et donc tu sais rien faire. Et donc, il faut pas exagérer, bien sûr, mais si tu n'as pas un minimum d'hygiène par rapport à tes données, tu seras condamné à faire comme tous les autres, à utiliser ChatGPT et des données publiques et tu ne sauras jamais faire autre chose avec tes propres données. Et d'ailleurs, dans nos métiers, et tu le sais probablement mieux que moi, la préparation des données, c'est 60% facile d'un projet classique. Ouais. La modélisation, là où on va en venir dans un instant, faire des chouettes modèles, ça amuse tout le monde. Vous utilisez maintenant les modèles des autres de plus en plus parce qu'on fait de moins en moins nos modèles, on utilise de plus en plus les gros modèles et c'est très bien comme ça. Ça, c'est la partie fun. Mais le vrai enjeu, c'est la préparation des données. Donc, si les organisations veulent avoir des modèles efficaces et des projets les plus courts possibles pour valoriser, il faut d'abord qu'ils aient une bonne hygiène des données et une bonne préparation des données pour éviter qu'on fasse constamment le travail de prep. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les modèles que tu vas faire au-dessus, que ce soit de la finalité d'augmenter les ventes, que ce soit la finalité d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Et généralement, l'efficacité opérationnelle, ça se mesure en vitesse, qualité ou coût. C'est les 3 grands classiques. Ou bien des projets plutôt vocation financière, risque de fraude, impayé, etc. Donc ça, c'est les exemples de finalité business dont on parlait tout à l'heure, pour lesquels on est vraiment obsédé. C'est-à-dire, on veut absolument s'assurer que ça va cocher une de ces cases en termes de résultats. Tu fais différents types de modèles, différents types de travaux. Et les dimensions d'analyse, ça va généralement être du descriptif. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mes ventes ont augmenté? Est-ce qu'elles ont baissé? Voilà, le BI, le dashboard, tu vois, ces tableaux de bord, ces graphiques, etc. Beaucoup d'organisations font encore des présentations PowerPoint. Il y a encore beaucoup de gens dont la journée, c'est de faire des PowerPoint. Et donc, la première chose que tu vas essayer de voir, c'est est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau de maturité que pour automatiser ce flux d'informations, ou est-ce qu'il faut encore cravacher à la main pour avoir quelque chose de semi-fiable à montrer aux dirigeants d'entreprise? La deuxième étape de la maturité, ça va être plutôt le diagnostic. Ça veut dire, OK, maintenant que je sais que l'historique est fiable, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la ligne elle baisse? Pourquoi la ligne elle monte? Et ça, c'est le deuxième niveau de maturité. C'est ce que tu vas essayer d'aller chercher, c'est le diagnostic. Ensuite, tu vas essayer de faire du prédictif. Donc, tu vas essayer de dire, OK, sachant ce que je sais sur le passé, sachant ce que je sais sur ce qui influence les choses, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Le niveau d'après, ça va être le prescriptif. Et c'est qu'est-ce que je dois faire?
Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que sachant ce qui va se passer dans le futur, quelle est la meilleure décision que je pourrais prendre ou quelle est la meilleure recommandation que je pourrais faire à mes clients. Par exemple, sur les sites d'e-commerce, tu vois, les clients qui ont acheté ceci ont aussi acheté cela. C'est un grand classique de prescriptif de recommandation d'achat. Et l'ultime niveau de sophistication, ça va plutôt être l'automatisation de la prise de décision. Et donc, c'est pas applicable dans tous les cas. Il y a des cas où c'est pas du tout indiqué, mais il y a beaucoup de cas où c'est tout à fait indiqué parce que c'est fiable et proportionnel aux enjeux. Et là, c'est l'automatisation, et c'est là où la nouvelle frontière de la technologie te permet de faire des agents et des prises de décision automatiques. Et là, de nouveau, c'est applicable à du commercial, à de l'opérationnel ou de la finance. On a parlé de pas mal de sujets, de problématiques. Est-ce qu'il y a un case que tu voudrais nous partager qui t'a particulièrement marqué ou qui est intéressant d'un point de vue business? Alors, le premier qui me vient à l'esprit pour rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à justement cette mentalité d'en avoir le cœur net plutôt que d'être un expert, c'était un cas qu'on avait fait sur les retards de paiement. Et donc, posons le contexte, tu es à la tête d'une compagnie d'assurance qui collecte des primes d'assurance santé et tu envoies des factures du coup à tes affiliés, à tes clients d'assurance. Toute une série de factures sont payées en retard. Et le problème, évidemment, commence à prendre une échelle non négligeable. Et tu commences à avoir des millions dans la nature qui ne sont pas payés à temps. De nos jours, plus que jamais, le cash a toujours été roi, mais plus que jamais dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent, où les financements se font un peu plus rares, où tu fais attention un peu à tes finances. Dans un contexte comme ça, ça pique d'avoir tout ce cash dans la nature et qui n'est pas payé à temps. Bien sûr. Et donc, ça commence à faire peur et tu commences à te demander, mais tiens, est-ce que je vais le revoir un jour, ce cash ? Et donc, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ces retards de paiement. Et donc, tu fais en fait une méthodologie marketing appliquée à un comportement de paiement. Et donc, en gros, ce fameux comportement de segmentation comportementale dont on parlait tout à l'heure, tu vas l'appliquer à un comportement de paiement. Et donc, tu vas dire, OK, quels sont les points communs de comportement de paiement ? Quels sont les points communs derrière certains retards de paiement ? Est-ce qu'il y a des événements récurrents, communs chez tous les gens qui sont en retard ? Est-ce qu'il y a eu des dossiers, des types de dossiers particuliers ? Voilà. Et donc là, en fait, la première chose que tu fais, c'est que tu vas voir la direction financière et tu vas lui dire, sur base de ce qu'on constate dans l'historique de vos clients et des millions d'euros dans la nature, X% de vos clients correspondent à un profil qu'on va appeler les distraits. C'est des gens, c'est pas des malhonnêtes, ils ont juste vu votre avis de paiement, ils ont oublié, et donc c'est des distraits. C'est ça. Et on peut le déterminer grâce à leur comportement. Typiquement, on voit qu'en fait, par le passé, ils ont toujours payé. C'est vrai que parfois, ils payent avec 2 jours de retard, mais somme toute, ça ne change pas grand-chose. Ouais, et parfois, ça peut même être 3 mois de retard, mais finalement, c'est pas... Enfin, et tu as raison, hein, c'est de 2 à X jours de retard, mais la raison sous-jacente à un comportement de non-paiement est somme toute banale. C'est un oubli, voilà. Tu reçois une facture qui arrive pendant les vacances, voilà. Typiquement, bam, tu te prends des semaines dans la vue, quoi. Ouais. Et ça, rien que savoir que 60%, admettons, de tes retards de paiement sont dus à de la distraction, déjà, c'est quelques points de tension du côté de la direction financière qui diminuent. Tu vas, OK, ça reste problématique. On n'a toujours pas vu la couleur du cash à temps. Il va finir par arriver. Ça reste problématique, mais au moins, on sait que 60%, voilà, à la grosse louche, c'est de la distraction. OK. De nouveau, j'illustre par des chiffres un peu, voilà, d'exemples, mais ce n'est pas des chiffres véridiques, mais 15%, ça va être j'attends un remboursement. Pourquoi je te paye alors que tu dois me rembourser mon sinistre d'il y a 2 semaines ? J'ai une inondation, tu m'as toujours pas remboursé mon canapé. Je te paye pas tant que tu me payes pas. Voilà, c'est des comportements qui sont pas... c'est pas comme ça que ça marche en pratique, mais un humain
qui voit arriver une facture alors qu'il attend de l'argent va peut-être se dire, moi, je m'assieds dessus. D'abord, rembourse-moi ce que tu me dois et après, je te verrai si je te paye ce que je te dois. Et donc ça, c'est un autre cas de figure qui reste problématique d'un point de vue liquidité pour l'organisation, mais ça, c'est une source radicalement différente. Autre exemple, autre raison, ça peut être mécontentement. Les clients les clients expriment leur mécontentement en arrêtant de payer. Voilà. Je suis pas content, je te paye pas. J'ai pas apprécié ce que tu as fait, j'arrête de payer. Tant que mon problème n'est pas résolu, je te paye pas. Ok, autre source de retard de paiement qui n'a rien à voir avec les deux autres, parce que c'est pas une question de distraction, c'est pas une question d'incompréhension d'un processus de facturation, c'est vraiment un message que tu envoies, une communication par non-paiement. Tu t'exprimes avec ton portefeuille. Et le dernier segment, ça peut être effectivement une suspicion de fraude, suspicion de comportement douteux, etc. Risque que la personne ne paiera jamais pour plein de raisons. Et donc, si tu veux, la première chose, c'est que tu dis, de ce que je constate, voilà un peu les différentes raisons qui pourraient expliquer X% de ton argent qui est dans la nature. Jusque-là, c'est bien, mais ça nous fait une belle jambe. Parce qu'on n'a encore rien fait. On n'a pas encore agi, on a résolu aucun problème. On a fait du descriptif. Et donc évidemment, c'est chouette, c'est mieux que rien. Avant, tu étais aveugle, maintenant, tu n'es pas aveugle et tu vois ce qui se passe, mais tu n'as toujours pas résolu le problème. Et donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est te dire, OK, mais concrètement, on fait quoi? Et c'est ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'en fait, tu réunis différentes personnes de l'organisation, des responsables expérience client, des responsables marketing, des responsables financiers. Et ce qui était vraiment génial dans ce type de projet, c'était que très très vite dans l'organisation, il y avait une humilité intellectuelle partagée. C'est-à-dire que on avait des hypothèses de travail, on se dit, on pense que ce type d'initiative avec les distraits va avoir plus de succès que ce type d'initiative-là, parce que le status quo, c'est quoi? C'est envoyer une lettre menaçante à tout le monde. C'est ça. Et donc, vexer les personnes qui sont de bonne nature et au contraire, ne pas être assez ferme peut-être avec les personnes qui sont vraiment frauduleuses avec de mauvaises intentions. Et donc, dans 100% des cas, tu es à côté de la plaque. Parce que d'un côté, tu es un peu trop formel avec des relents d'agressivité à des gens qui, en fait, ont toujours été des bons clients, ont juste été distraits. Et dans l'autre extrême, c'est des fraudeurs qui vont s'asseoir sur ta relance parce qu'ils en ont quand même rien à fiche. Et entre les deux, un client mécontent et tu mets d'huile sur le feu. C'est ça. Et donc, en gros, ça n'arrange personne, ce type de lettre formatée. Tu pourras faire pire que bien, au final, en poussant des clients à la porte. En fait. Carrément. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de se dire, OK, je pense qu'une approche plus humaine avec les distraits est limite plus sympathique, limite avec un peu d'humour et de compréhension, va mieux marcher qu'un truc froid. Parce que moi, si j'étais à leur place et que je reçois un truc comme ça alors que ça fait 5 ans que je suis client et que je paye rubis sur ongle, je le prendrais un peu mal, tu vois. Et donc, mais c'est une hypothèse. Et donc, on ne sait pas si ça marche, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, on a listé comme ça toute une série d'hypothèses sur les types de communication, le message à utiliser, les canaux de communication, que ce soit le courrier, l'email, les appels sortants, les SMS, etc. La séquence, le timing de ces communications. Est-ce que je l'envoie 2 jours après la facture? Est-ce que je l'envoie 20 jours après la facture? Et des choses comme ça, l'échéance de la facture. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est qu'à aucun moment, c'était un petit jeu de « Ah ouais, mais je sais mieux que toi ». C'est ça. Et en fait, tout le monde est là. En fait, personne ne sait. De tout en haut de la pyramide jusqu'aux équipes de terrain, on verra bien. Et pour moi, c'est vraiment l'essence des projets qu'on fait, c'est on verra bien. Et donc, du coup, le vrai déclic, il a été au niveau culturel de mettre les égos à l'entrée et les grades et les titres à l'entrée de la salle et de se dire, en fait, personne ne sait. On a des hypothèses et donc on fait une priorité des tests parce qu'on a quand même du bon sens business en se disant, oui, mais bon, je vais quand même en avoir le cœur net sur cette énormité-là avant de faire les trucs à la marge. Donc, évidemment, il y a des hypothèses sur quelqu'un qui est en retard de paiement, qui est honnête. Je vais quand même lui proposer la domiciliation bancaire. C'est pas, de nouveau, faut pas être un expert en IA pour savoir que ça doit être sur le top de tes expériences que tu veux mener. Mais néanmoins, c'est intéressant de quand même avoir une liste d'expériences. Et donc, du coup, vraiment une grande ouverture d'esprit
Et alors, le plus compliqué, c'était pas forcément, de nouveau, de faire ces lettres. Le plus compliqué, ça a été de faire des échantillons de tests statistiquement acceptables. Et donc, ça veut dire qu'il te faut des échantillons de 500 personnes à qui on va faire ce test-là, 500 personnes à qui on va faire ce test-là, pour avoir des échantillons statistiquement acceptables. Mais alors, pour qu'un échantillon de test soit statistiquement acceptable, il doit représenter ta population. Enfin, bref, c'est toute une prise de tête pour avoir plein d'échantillons en parallèle. Aller dire aux différents départements qui envoient des courriers, qui envoient des SMS, qui envoient des mails, etc. Alors ceux-là, tu les mets à part parce qu'on va faire des flux séparés. Tu gardes la majorité des clients dans tes flux traditionnels, mais pour X milliers de personnes, on va faire des flux custom. Et donc ça, en fait, c'était la complexité du projet. C'était d'avoir chaque fois des échantillons de clients chez qui on allait paramétrer des flux différents pour essayer de voir comment est-ce que ça allait se passer. Et après, tu attends. Et donc, tu attends 2-3 mois, tu lances tes tests et tu attends 2-3 mois pour de nouveau en avoir le cœur net. Et donc, c'est un projet qui est très intensif au début. Puis limite, tu vois, tu fais un peu de maintenance, tu fais un peu de suivi hebdomadaire, mais tu sais rien faire parce que il y a une partie du temps dans nos expériences et dans nos projets qui est incompressible. Et donc, tu peux pas aller plus vite que la musique et il faut attendre que ça se fasse. Et après quelques semaines, tu récoltes les résultats des expériences et tu constates qu'effectivement, tel type d'initiative fonctionne vachement bien avec les segments distraits. Tu fais tourner la calculette pour voir est-ce que ça a du sens financier. Parce que un mail, c'est quasiment gratuit. Un SMS, c'est quelques cents. Un courrier, c'est un un peu courrier, plus. c'est 1 euro et plus. Et un coup de fil, c'est 5 euros et plus. Et donc, évidemment, tes initiatives email sont en théorie moins chères, mais elles sont peut-être moins efficaces. Et donc, comme tu connais les enjeux financiers qui se cachent derrière, tu peux modéliser l'impact de chaque initiative et vraiment aller chercher les initiatives qui vont te faire maximiser non seulement l'efficacité de tes relances de paiement, mais également le retour sur investissement. C'est ça, c'est le trade-off et tu optimises. Ouais. C'est vraiment de faire le bon compromis entre l'efficacité et le coût. Et il y a certains cas de figure où tu n'échappes pas à un coup de téléphone, même si c'est ce qu'il y a de plus cher, mais c'est des explications complexes qu'il faut expliquer à un client. Et si tu ne l'as pas au téléphone, le client ne paiera pas. Mais si tu fais ça pour toute ta clientèle, c'est complètement impayable. Mais en revanche, pour un petit segment, il n'y a que ça qui marche. Et comme les enjeux justifient l'investissement, ça peut se justifier, mais pour tel type de cas uniquement. Et donc, c'est ça que je trouvais chouette dans ce cas-là. C'était vraiment un problème aigu, des enjeux gigantesques, une humilité intellectuelle que j'aime bien parce que c'est du on verra bien tous ensemble, une approche vraiment structurée, bien méthodique, et au final, des résultats vachement probants parce que j'en ai pas parlé, mais il y a quand même un happy end, et c'est sûr que, voilà, je ne vais pas aller dans les chiffres précis, mais c'est un problème qui a virtuellement été éliminé d'une organisation. Il y a toujours évidemment quelques retards de paiement, mais ce n'est plus du tout un problème pour une organisation et un département financier. Et donc, c'est un gros soulagement en fin de compte. Et donc, c'est vraiment une super histoire et un super projet qui reflète vraiment ce qu'on essaye de faire, chez nous. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu aurais peut-être un autre exemple dans une autre industrie? Peut-être un exemple en B2B? En fait, il y a deux choses en B2B. Il y a le marketing B2B. Donc, le marketing B2B, c'est un peu un parent pauvre parce que quand on pense marketing, on pense je veux des centaines de milliers de points de données, je veux faire du mass market. Et donc, les thématiques médias et publicitaires sont très, très connues en B2C. En B2B, on a souvent l'impression de se dire « Ouais, mais j'ai pas assez de clients, ma masse de données n'est pas assez consistante, j'ai pas assez de clients que pour faire du big data. » Et c'est là où très rapidement tu te rends compte que si tu as des clients business, ils ont un numéro de TVA et que tu peux commencer en fait à faire de la segmentation basée sur les organisations avec cette clé de voûte qu'est le numéro de TVA et qui est la source d'un enrichissement incroyable de plein de données qui là sont pas des données sociodémographiques puisque c'est des sociétés, mais qu'on appelle des données firmographiques. Et donc, c'est ça. C'est l'équivalent business du sociodémographique. Et là, tu as les rapports financiers, chiffre d'affaires, nombre d'employés, industrie.
Est-ce que ça grandit? Est-ce que la boîte grandit? Est-ce que la boîte est en décroissance? Quel est profitable? Exact, secteur d'activité, unité d'établissement. Et alors, en fait, tu te rends compte que tu as une cascade de sources de données que tu peux utiliser pour faire ton marketing B2B. Et là, à ce moment-là, ça devient super puissant. Et ce que j'aime énormément avec certains cas de marketing B2B, c'est qu'on rajoute une couche d'intelligence géographique. Et donc, c'est pas pertinent pour tous les secteurs. Mais l'intelligence géographique, donc le GIS, donc Geographic Information System, c'est simplement de se dire que dans beaucoup d'industries comme l'énergie, la logistique, l'immobilier et la distribution également, en fait, il y a une composante géographique. Et donc, les couches d'information, le postulat de l'intelligence géographique, c'est de se dire qu'une des clés de voûte, c'est mes données géographiques, donc c'est une carte, des coordonnées. Et ce qui est super intéressant, ça va être de dire quelles sont les couches d'informations pertinentes au-dessus de ma carte qui vont me faire avoir une meilleure vue de mon marché. Et donc, en immobilier, avoir juste une carte du pays, c'est sympa. C'est déjà pas mal. Tu vois tes parcelles, ok, soit. Mais après, tu commences à superposer avec des cartes d'indicateurs sociodémographiques, pouvoir d'achat, composition des ménages. Tout d'un coup, tu commences à te dire, voilà quel type de développement immobilier je peux faire dans cette région, quel type de prix je peux aller chercher, quel type d'appartement je dois faire, etc. Tu peux aussi avoir une composante énergétique. Tiens, c'est quoi l'exposition au soleil? Et donc, du coup, est-ce que je vais mettre des panneaux solaires? Et donc là, tu peux alimenter ça dans tes plans financiers pour tes développements immobiliers. Quels sont les points d'intérêt, les écoles, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que tu te rends compte que c'est pas tellement une source de données qui va être une espèce de panacée, c'est plutôt ta créativité et être un peu malin, se dire, oui, indépendamment, une source de données va pas changer ta vie, mais en revanche, quand tu commences à les superposer, là, tu commences à te construire un avantage concurrentiel. Parce que là, tu te construis cette fameuse matière grise avec des données socio-démo, avec des données économiques, etc., etc. Et donc, si tu es un développeur immobilier, si tu es dans la distribution, si tu es dans l'énergie, en fait, c'est cette superposition de couches qui va te faire dire « Ah, mais regarde, c'est dans cette zone qu'il faut déployer du photovoltaïque. C'est sur ce garage Citroën qu'il faut aller expliquer que les panneaux photovoltaïques vont avoir un rendement d'autant de pourcents. C'est cette parcelle qui, en fait, est pas forcément bien vue par le reste du marché, mais moi, je vais pouvoir la valoriser avant les autres parce que moi, j'ai compris et j'ai modélisé qu'il y avait peut-être un diamant brut sur cette parcelle. Et de nouveau, un peu comme l'analogie tout à l'heure des événements qui volent sous le radar, des micro-événements en télécom dont je te parlais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Il y a des signaux d'information qui volent sous le radar et qui, pris individuellement, n'ont pas forcément de significance. Et c'est légitime et c'est la faute de personne de se dire que c'est pas, individuellement, ça n'a pas beaucoup de valeur. En revanche, le bon réflexe à avoir, c'est oui, mais si je combine différentes sources d'informations, là, je commence à avoir un super pouvoir parce que j'arrive à détecter des trucs que les autres ne détectent pas. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a un enjeu de sensibiliser les entreprises au fait que déjà en interne, il y a énormément de données. Rien que les données de facturation, c'est déjà une mine d'or parce que les données de facturation, ça permet de objectivement pouvoir déterminer qui sont les meilleurs clients versus les moins bons. Il y a tous les données d'implémentation. OK. En fait, un client rapporte peut-être beaucoup en euros, mais coûte peut-être beaucoup en implémentation. Et puis, il y a tous les autres aspects, typiquement les coûts marketing qui ont été nécessaires pour démarcher ces clients-là, etc. Tout ça, c'est une première partie de l'information. Et je pense aussi qu'il y a une autre composante où il y a plein de ce qu'on appelle les open data, donc les données qui sont gratuites. Et en Belgique, il y en a énormément. Typiquement, sur les entreprises, n'importe qui peut consulter grâce au numéro de TVA les bilans de toutes les entreprises. Et donc, dans le bilan, on trouve toutes les informations clés du type nombre d'employés, chiffre d'affaires, marge, dette. Tout ça, ce sont des signaux qui sont importants dans un démarchage commercial. Et même dans d'autres pays, en fait, vu qu'il y a des obligations européennes à la transparence, il y a beaucoup de données qui sont exploitables relativement facilement selon les sources et qui peuvent être combinées aux données internes. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est aussi un message clé. C'est parfois
l'information est plus facile à obtenir que vous ne le pensez. Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, le bon vieil adage, c'est follow the money, hein, tu vois, suis l'argent. Et il y a une raison pour laquelle, euh, en- dans tout ce qui est technologie, data, etc., c'est plutôt les services financiers qui sont à la pointe. Euh, Parce qu'en fait, de manière. Et avant, l'assurance, tu vois, l'actuariat, le calcul du risque en assurance, ça a des siècles, tu vois. C'était d'abord pour les bateaux qui allaient faire l'exploration, l'histoire de l'assurance. C'est en Angleterre et en Hollande que tu assurais les bateaux pour aller. Bon, Si ton bateau coule à cause voilà, de pirates. tu savais pas si le bateau allait revenir, tu vois. Et ça, Ouais. c'est l'origine de l'assurance. Et ce qu'ils faisaient, c'était du risque calculé. Euh, et donc, il y a des industries qui gèrent la donnée de manière ancestrale. Et pourquoi les services financiers aujourd'hui sont à l'avance? C'est parce que les données transactionnelles, tu es obligé qu'elles soient fiables. On parlait tout à l'heure de la qualité des données. Pourquoi est-ce que la banque a de la facilité à faire de l'IA? Dans certains cas, c'est parce que tes données transactionnelles, bah, tu ne peux pas te planter. Et donc, du coup, tu sais que tu as des données fiables pour commencer à faire tes analyses. Et ce qui est bien avec les données de facturation d'une entreprise, c'est que généralement, tes données de facturation, sans surprise, de nouveau, follow the money, tu as tendance à être un peu diligent quand tu envoies ta facture pour être payé un jour. Tu as tendance à faire gaffe aux factures qui rentrent et aux factures qui sortent. Et du coup, quand tu commences à faire des analyses, ben c'est par ça que tu commences. Et c'est rarement par le CRM et les outils commerciaux, parce que généralement, c'est un peu négligé, à mon grand regret, parce que tu sais à quel point, ce sera pour un autre podcast, mais à quel point on est à cheval sur le CRM chez nous. Mais du coup, les données transactionnelles, tu l'as dit, c'est vraiment une clé de voûte, parce qu'à partir du moment où tu as des transactions, des numéros de TVA, tu peux faire plein d'enrichissements. Et très très souvent, ce qui va se passer, c'est que sur base de ces données transactionnelles, tu vas enrichir les autres départements, parce que tu sais que les données transactionnelles, on a redoublé d'efforts pour s'assurer que ce soit fiable, parce qu'on voulait voir l'argent, on voulait que nos factures soient payées. Et du coup, c'est généralement des données transactionnelles que partent énormément de projets, parce que là, tu sais qu'on a fait des efforts depuis le début à ce que ce soit fiable. Et malheureusement, en deuxième lieu, tu vas avoir les données logistiques et de stock, où idéalement, tu as envie que ce soit fiable, et beaucoup de boîtes perdent énormément d'argent avec des inefficacités de gestion de stock. Et le parent pauvre, généralement, ça va être les données CRM, les données marketing, etc., où il y a des doublons, des trous, enfin bref, les grands classiques des problèmes de données marketing. C'est parce que, historiquement, on n'a pas été assez diligent dans leur gestion. Et donc, pour boucler cette boucle, il n'est jamais trop tard, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu peux décréter, dorénavant, je veux que mes données commerciales et marketing soient traitées avec le même égard que mes données de facturation, et immédiatement, on ne verra pas la différence, mais dans 6 mois, dans un an, tu vas dire finalement, c'est quand même c'est plus facile que je ne pensais de faire de l'IA ou de faire des choses comme ça avec mes données. Bah oui, si tu commences à les traiter avec sérieux, comme par magie, tu vas arriver à faire des chouettes projets, quoi. C'est ça, c'est un peu la notion d'hygiène dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense aussi que même s'il n'y a pas d'implémentation d'IA, au final, rien qu'avoir une bonne hygiène de data, ça permet déjà de faire ce qu'on appelle un peu d'intelligence, hein, la BI, c'est-à-dire avec des rapports, des dashboards, il y a déjà moyen de prendre de très très bonnes décisions et de déjà avoir un premier ROI. Ouais. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a les différentes étapes de maturité où petit à petit, on peut avancer vers des solutions de plus en plus intelligentes, de plus en plus automatisées. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une autre préoccupation des entreprises, c'est OK, mais est-ce que au final, ici, on parle de grosses sociétés, est-ce que ça s'applique aussi à moi en tant que PME? Parce que là, tu peux un petit peu parler de OK, les stades des entreprises et les attentes par rapport aux différents types d'entreprises? Oui. Donc, quand tu es une grosse entreprise, généralement, il y a des départements qui ne font que penser à la stratégie et les portefeuilles de projets et comment est-ce que j'enchaîne les projets les uns à la suite des autres. Et c'est sûr que pour une PME, il y a parfois un peu la peur de l'inconnu et parfois être submergé de questions. Dire, oui, mais par quoi je commence? Tu vois, c'est bien joli tout ça, mais par quoi je commence? La première chose à faire, c'est de toujours partir de ses priorités. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais si tu es dirigeant d'entreprise, et on travaille énormément avec des PME petites et moyennes et grandes, hein, si une équipe dirigeante n'arrive pas à clairement formuler quelles sont ses priorités stratégiques,
quels sont les enjeux, quelles sont les choses qu'elle aimerait bien voir améliorées. C'est super compliqué de mettre de la data sur des problèmes qui ne sont pas bien définis. Et donc, la première chose quand tu es dirigeant de PME, c'est est-ce que moi-même j'ai une vision claire de mes objectifs stratégiques? Dès que tu as ça, on peut commencer à déconstruire tes objectifs stratégiques. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est de se dire, OK, est-ce que mon problème, c'est l'acquisition de clients? Est-ce que mon problème, c'est la fidélisation de clients? Est-ce que mon problème, c'est ils n'achètent pas? Ou est-ce que mon problème, c'est que le panier moyen n'est pas assez élevé? Et donc, c'est la première chose qu'on fait quand on fait des études avant même de commencer à facturer quoi que ce soit, c'est de se dire, oui, mais concrètement, c'est quoi la racine du problème? Parce que deux PME dans le même secteur peuvent te dire je veux augmenter mon chiffre d'affaires et avoir derrière ça des racines de problèmes vachement différents. Certains, ça va être j'ai pas assez de clients et certains, va être j'ai beaucoup de clients mais ils dépensent pas assez. Et donc déjà, détricoter le problème de manière tout à fait en français dans le texte autour d'une table, c'est la première chose. Et sur base de ça, la deuxième étape, c'est de quoi je dispose. Qu'est-ce que j'ai dans mon arsenal interne en termes de données? Donc, on va faire un petit inventaire un état des lieux des données pour voir, oui, mais c'est quoi la matière première qui existe? Est-ce que déjà avec ça, je peux faire quelque chose de correct ou je dois aller chercher des données à l'extérieur pour pouvoir enrichir? Ou est-ce que je dois faire des travaux de collecte en interne, de correction des données, de qualité de données, etc. Et quand tu mets les deux ensemble, à savoir concrètement qu'est-ce qui me fait mal en tant que dirigeant de PME et voilà ta matière première, tu commences à te dire, sur base des enjeux, sur base de ce que j'ai à perdre si je fais rien et de ce que j'ai à gagner si je fais quelque chose, et en contrepartie, sur base de la faisabilité actuelle de tes données, voilà le meilleur match. Voilà le meilleur, si tu veux, le meilleur projet. Et donc, la recommandation que j'ai pour les PME, c'est vous serez surpris de ce qu'il y a moyen de faire. Parce que, de nouveau, la barrière à l'entrée technologique, elle est de plus en plus basse. Hein. Chaque jour qui passe, c'est de plus en plus facile. Mais ça commence toujours par ouais, mais concrètement, c'est quoi ton problème? Parce que le danger avec la barrière de faisabilité qui baisse, c'est que tu cours le risque de te faire la procrastination. Et donc, tu cours le risque de faire du chat GPT à gauche, à droite et d'oublier, en fait, oui, mais concrètement, c'est quoi mon vrai problème? C'est ça. C'est un peu de la distraction où on peut passer beaucoup de temps sur, au final, résoudre le mauvais problème ou optimiser la mauvaise solution pour un mauvais problème. Ouais. C'est quoi? En anglais, j'essaie de traduire, c'est tu as réussi ton échec. Tu vois? C'est ça. tu as réussi à bien, t'as bien foiré. Tu vois? Donc, tu as été jusqu'au bout de ton foirage. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter. Ouais. Et je pense que tu as aussi bien illustré l'essence même d'un projet qu'on fait avec nos clients. C'est le client doit être au clair sur ses problèmes. Et là, Agilytic peut aider à creuser ces problèmes. Et puis ensuite, la partie solution qui ne vient que dans un deuxième temps. Là, c'est Agilytic qui, fatalement, de par notre expertise, on peut aider à décortiquer les solutions et à recommander des solutions et à estimer surtout faisabilité et charge de travail. Ouais, et j'ai eu un cas très très récemment où j'ai une discussion avec une organisation, et très très bien au demeurant, hein, y a pas, où en fait ils avaient déjà une idée préconçue sur la solution qu'ils voulaient, et en fait tu discutes avec eux et tu te rends compte que en fait la solution qu'ils voulaient correspondait à une idée mal digérée de la source du problème. Et donc, en gros, tu fais face à un problème et tu te convaincs que ah oui, mais ça va être l'outil providentiel qui va me sortir de là, ça va être la technologie providentielle et donc j'ai absolument besoin de ça. Et si j'ai cette solution providentielle, mes problèmes vont disparaître. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu des questions naïves du style pourquoi vous pensez que vous avez besoin de cette solution, pour faire marche arrière avec nos clients, pour dire le grand exemple, c'est les chatbots. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin d'un chatbot? Oui, est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin d'un chatbot? Et la vraie question quand on discute chatbot avec nos clients, et parfois c'est ça qu'il faut, mais la vraie question, c'est pourquoi vous pensez que vous avez besoin d'un chatbot et quel problème vous voulez résoudre avec ce chatbot. Et généralement, quand tu détricotes cette question, c'est mais quelle est la vraie raison? C'est là où tu vas trouver peut-être des
des petites perles qui vont te dire ouais, mais en fait, la raison pour laquelle tu penses avoir besoin d'un chatbot, le problème que tu essaies de résoudre, il y a 20 façons différentes de le résoudre. Et peut-être que une autre solution est peut-être plus adaptée qu'un chatbot. Et donc, typiquement, la même technologie qui permet d'alimenter un chatbot peut être une technologie qui va être une classification automatique de plaintes qui va te faire économiser 20% de back-office dans ton organisation ou 20% de charges administratives en automatisant la classification de documents et en désengorgeant ton service client et toute une série de choses. C'est exactement la même information de base, mais si tu es déjà amoureux de ta solution, le chatbot, au lieu d'être amoureux du problème qui est l'engorgement de ton flux administratif, tu vas pas forcément avoir le recul nécessaire pour te dire en fait, il y a plein de façons de faire. Et c'est ça qui est gai dans notre métier. À partir du moment où on a cette conversation franche avec nos clients, c'est de se dire, en fait, moi, ce qui m'amuse, c'est surtout la résolution du problème. Si on fait des chatbots et que c'est sympa, tant mieux. On peut dire qu'on a fait des chatbots, on en a fait, on en fera encore, et il n'y a pas de mal à ça. Mais ce qui est vraiment épanouissant, c'est de se dire, en fin de compte, non, mais j'ai vraiment résolu ton problème, chatbot ou pas chatbot, quoi. C'est ça, c'est un peu la bonne vieille expression. Pour un marteau, tout ressemble à un clou. Oui. Ça, c'est le grand classique. Et je me souviens typiquement de plusieurs occurrences dans nos projets agilitiques où notre recommandation, ça a été, en fait, les gars, vous n'avez pas besoin d'IA. Parfois, il suffit d'une règle business. Une règle business, OK. Si ceci, alors vous faites ça. Si cela, vous faites ça. C'est OK, on peut parler d'un arbre de décision, mais il n'y a pas besoin d'intelligence, il n'y a pas besoin d'algorithme, il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit. Ça peut être très, très simple. Parfois, ça peut juste être, en fait, le problème vient du fait que vous n'avez aucune vue sur vos ventes. Donc, en fait, rien qu'avoir des indicateurs clés ou des rapports sur vos ventes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de prédictif, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de ChatGPT. Je pense qu'aussi, ça s'inscrit dans la philosophie commerciale agilitique. Et je te propose d'en dire un peu plus là-dessus. Oui, c'est pas parce qu'on est expert IA que l'IA est la solution à tous les problèmes. Ah ouais, carrément. Et on doit nous-mêmes s'auto-censurer. Et je pense que c'est la meilleure façon de créer une relation de confiance avec les clients et tes partenaires, c'est de se dire, là, je peux rien faire. En tout cas, je pourrais faire quelque chose, mais je vais faire de la merde. Je vais te facturer une grosse facture et finalement, tu vas être déçu. Et donc, nous, évidemment, on va essayer un maximum d'éviter ça. Et donc, on doit avoir cette humilité de connaître nos limites. Je dirais en bas de la fourchette, tu l'as très bien dit, il y a des projets, c'est des règles business. Et là, on leur dit, on peut le faire, mais franchement, c'est prendre un tank pour tuer une mouche. En fait, c'est quelques réglages et restons bons amis, mais s'il vous plaît, ne me faites pas vous facturer une fortune pour ça parce que voilà, ça n'a pas de sens. Un peu plus haut quand même, il faut quand même être réaliste. Et on le fait aussi volontiers, c'est de considérer des solutions no-code, low-code. Et parfois, des technologies grand public peuvent suffire. Pas pour tout, parce qu'il y a des cas où effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'attente du marché est un peu disproportionnée. Et en gros, c'est une mauvaise idée d'utiliser des solutions grand public pour des problèmes d'entreprise. Mais en revanche, pour des petits irritants du quotidien, nous-mêmes devons avoir la présence d'esprit d'être prescripteurs de solutions qui ne sont pas des gros modèles hyper compliqués avec du développement de code, etc. Et nous-mêmes, on l'a déjà fait pour des clients avec des outils no-code. Quand ils nous expliquaient leurs problèmes, on leur a dit, écoutez, on pense que ce que vous nous décrivez, on peut le faire avec du no-code. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'effectivement, vous voulez quelque chose d'industriel? Et évidemment, très très souvent, les projets avec les gros enjeux, avec des grosses contraintes de sécurité, etc., c'est plutôt du custom ou du semi-custom, c'est-à-dire on va aller coder dans des infrastructures chez nos clients et on va développer des solutions directement dans les environnements de nos clients. Ça, c'est généralement les types de projets. Et alors, à l'autre extrême, c'est vraiment l'overkill, tu vois, c'est l'exagération, où là, on doit connaître les limites extrêmes supérieures, de dire, en fait, ça, c'est trop complexe. Et généralement, les freins ne sont pas toujours technologiques. Les freins, c'est peut-être la gouvernance, la politique interne, où tu n'as pas de support du management,
ta personne en interne pour pouvoir prendre la main quand tu as fini ton projet, etc. Et c'est toute une série de signaux précurseurs à ces projets que tu vas essayer de détecter. Et pour atterrir finalement à la fameuse réponse sur ta question sur notre philosophie commerciale, euh, c'est un désir authentique d'aider les gens. Quand on a commencé, on n'avait pas de clients, fatalement, mais surtout, on démarrait une activité où c'est pas comme si j'avais fait ça pendant 10 ans et que je venais avec un portefeuille de clients, un portefeuille de relations et je me mettais à mon compte. Donc, on avait une conviction qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais c'était pas une discipline qui était fort établie sur le marché, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'on a dû vraiment, le couteau entre les dents, démarcher plein de gens et essayer de défendre une approche avec rien. Et donc, c'est sûr qu'on a dû nous-mêmes développer ce muscle commercial, alors qu'à la base, je suis quand même un peu introverti. J'aime pas déranger les gens que je connais pas. Et donc, c'est dur, surtout quand les salaires commencent à... Les employés arrivent, tu dois payer des salaires à la fin du mois. Tu dis, bon, il va quand même falloir que je remplisse ce pipeline commercial parce que tout d'un coup, il y a quand même des gens à occuper. Et encore de nos jours, c'est le grand classique dans le conseil, c'est comment est-ce que je trouve du boulot pour tout le monde. Mais faut pas y aller... il n'y a rien de pire que de forcer des solutions là où tu sais dans ton fort intérieur que ça n'a aucun intérêt. Et la façon dont on arrive à faire ça sereinement chez nous, et la façon dont je résume en une phrase cette logique, c'est un désir authentique d'aider les gens. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux voir ton problème? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Et moi, ça me fait un bien fou parce que du coup, c'est une démarche que je peux avoir de manière super authentique sans avoir l'impression d'être un vendeur de tapis. Un vendeur de tapis. Voilà, je suis sûr que les vendeurs de tapis sont peut-être plus élaborés. Enfin, tu vois, ouais, voilà. J'ai moi-même un ami vendeur de tapis. Non, mais bref, pour la caricature, c'est clair que tu as la caricature du vendeur, tu as le gars qui est pushy, qui lâche rien, qui, à tort et à travers, essaie de vendre sa camelote, même si c'est pas ça dont le client a besoin, parce qu'il fait son chiffre, tu vois. Et ça peut marcher à court terme, mais ça marche pas à long terme. Et encore moins maintenant, où tu sais que nos partenaires, ils sont bombardés de mails. Et moi-même, c'est marrant parce que je suis à la fois victime de ces mails ridicules. Et moi, j'essaie d'exister. Et je sais que quand j'essaie de faire le suivi avec des gens, je sais que je suis un parmi 25 mails, tu vois. Et comment est-ce que tu arrives à exister? Tu essaies d'être toi-même. Et tu essaies d'être toi-même en disant, est-ce que tu as envie qu'on discute? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que c'est le bon moment? Et est-ce que tu as envie que ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années, des 300 projets, est-ce que tu as envie de t'en inspirer? Moi, je suis super motivé à l'idée de faire du problem solving et on le sera toujours. Est-ce que ça t'intéresse d'en discuter? Et cette approche vraiment amoureuse du problem solving et de sortir de là en disant, dans le pire des cas, on a une discussion enrichissante. Dans le pire des cas, on arrive à la conclusion que la data et l'IA, c'est pas pour cette année pour toi. Et que, et que l'année prochaine, ça va être des choses qui sortent de notre périmètre. Ça reste enrichissant pour moi, ça reste utile pour les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à, au jour le jour, faire ça de manière sincère et en pouvant se regarder dans une glace. Parce que c'est quand même important d'aimer ce qu'on fait, de s'épanouir dans ce qu'on fait, de se sentir grandi aussi individuellement dans ce qu'on fait. C'est ça. Et je pense qu'ici, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la culture agilitique. L'envie et le désir d'aider les autres, ça c'est vraiment un des piliers de la culture. Est-ce que tu peux un peu élaborer sur les autres aspects de notre culture? La culture, c'est quelque chose qui vient plutôt qui vient plutôt de manière organique, qui se construit au jour le jour, et les valeurs, on peut en parler après, c'est quelque chose de plus délibéré, quoi. C'est vraiment des actions. Et en termes de culture, alors j'ai des souhaits de culture, mais après la culture, elle a lieu que tu le veuilles ou pas. Donc toi, tu dois essayer de donner des guides. Et puis la culture, c'est pas dans tes mains, quoi. C'est la boîte qui se développe et t'espères qu'elle va se développer d'une certaine manière. Et tes aspirations et tes souhaits de la culture de la boîte, elles viennent généralement de ce que tu as connu dans le passé. Et donc mes souhaits, c'est de revoir ce que j'ai aimé dans le passé et de ne plus voir ce que j'ai pas aimé dans le passé. Et donc mon souhait d'un point de vue culturel, c'est
on va pas se cacher, j'ai pas honte de le dire en premier, c'est quand même un certain degré d'exigence. Parce que je pense qu'il y a une logique de discipline et de qualité et un niveau minimum de discipline et d'exigence, que si tu n'as pas ça, le reste, c'est du vent en fait. Le reste ne sert à rien. Si tu n'as pas un minimum d'autodiscipline, j'arrive pas à être crédible si moi-même je suis pas exigeant avec moi-même. Et il y a une expression que j'adore, c'est tu t'élèves pas au niveau de tes ambitions, mais tu t'abaisses au niveau de ta discipline. Et c'est vraiment quelque chose pour moi de super fort, c'est qu'il y a une base. Et donc c'est sûr que quand on discute avec des partenaires, même des prestataires qui bossent avec nous, ils nous disent ouais, vous êtes un peu plus exigeant que la moyenne ici. Donc le niveau global, il est élevé. Le niveau intellectuel, le niveau des discussions, le niveau de nos collègues, voilà, ils sont tous très très éduqués, ils sont tous très sharp, très aiguisés, très voilà. Et c'est important effectivement de garder cette culture d'une certaine discipline parce que ça nous donne, c'est la meilleure assurance de consistance dans la qualité. Et je pense que le contrat que tu fais avec tes clients moraux, je dois délivrer la qualité. Et la confiance, c'est comme un château de cartes, tu vois, ça prend énormément de temps à construire. Il suffit d'une mauvaise expérience pour que tout s'écroule. Et donc, pour moi, la meilleure garantie d'éviter que le château de cartes s'écroule d'un point de vue confiance client, c'est d'avoir cette discipline et ça commence en interne. Évidemment, si tu n'as que de la discipline et rien d'autre, c'est un peu une boîte de psychopathe. Et donc, tu dois effectivement, en contrepartie, avoir une bienveillance et une confiance qui s'installe, que l'intérêt de l'autre est pris en compte. Et donc, en fait, c'est le constat qu'on fait après bientôt 10 ans, c'est que chez nous, on a encore une culture très entrepreneuriale. Et donc, le meilleur moyen de se développer individuellement demeure de se soucier du projet collectif. Aussi paradoxal que ça puisse être, l'individualisme exacerbé qui peut fonctionner dans des grosses boîtes avec des gens, tu vois, hyper carriéristes. Voilà, quand j'ai connu ça, et voilà, ça m'a marqué. Je ne veux pas dire traumatisé, parce que voilà, mais c'est quand même assez choquant parfois dans certaines organisations de voir des gens qui grandissent aux dépens des autres. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment... pour moi, l'ambition, c'est pas un gros mot. Et donc, on doit être ambitieux collectivement à partir du moment où elle ne se fait pas aux dépens de quelqu'un d'autre. Et même les concurrents, d'ailleurs. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que je dois grandir aux dépens de mes concurrents. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, pour que nous réussissions, les autres ne doivent pas clamser. C'est malsain, tu vois. Et donc, interne en culture, c'est vraiment de se dire l'ambition, elle doit être partagée. Et c'est quelque chose qui peut être bénéfique si elle est partagée collectivement. Et donc, ce qui est clair, c'est que chez nous, c'est une ambition qui doit être canalisée dans un premier temps pour le projet entrepreneurial et en bout de compte, les retombées vont être positives pour tout le monde. Et donc, c'est la culture qu'on essaye de cultiver. C'est d'abord cette exigence, cette ambition partagée, et en dessous de ça, une vraie bienveillance, une bienveillance authentique aussi. C'est-à-dire, donc, on pratique ce qui s'appelle radical candor. Donc, c'est une franchise radicale. La caricature de ça, c'est parfois... ça peut être caricaturé comme une forme de méchanceté, alors que c'est pas du tout ça. Il n'y a jamais de méchanceté, mais quand quelque chose nous dérange, on dit bah oui, ça me dérange. Mais par contre, il y a un climat, j'espère en tout cas, de confiance que il y a moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, et on le demande chaque année aux employés, c'est est-ce que tu te sens en sécurité ? Est-ce que tu as l'impression que tu peux donner ton avis sans avoir peur de répercussions ? Parce que c'est super important, parce qu'effectivement, cette franchise, moi, j'en ai besoin pour pas commencer à perdre notre temps à dire ouais, mais est-ce qu'il y a un deuxième degré de lecture ? Est-ce qu'elle insinuait ça en disant ça ? Et ça, c'est une perte de temps, c'est super chiant. Et donc, on va essayer quand même d'aller à l'essentiel et d'appeler un chat un chat. Mais si tu appelles un chat, tu dois pouvoir le faire dans un climat où les gens savent qu'ils sont en sécurité et que tu vas pas te faire dézinguer parce que la personne a dit que j'étais pas content. Et il y a une anecdote d'ailleurs
avec une ancienne collaboratrice qui nous aidait pour les RH, Valérie, si tu nous écoutes. Et au tout début, je collaborais avec Val. Il y avait un truc vraiment, une situation vraiment qui m'énervait, quoi. Et parce qu'il y avait quelque chose qui s'était pas passé comme on le voulait. Et Val s'arrête et elle me dit, Julien, j'ai l'impression que je te fais chier. La cache, toi. Et merci de me l'avoir dit, parce que c'est pas du tout ça. C'est la situation qui me fait chier, mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais je dois pouvoir exprimer mon mécontentement sur une situation sans avoir l'impression que je dois prendre des pincettes. Et en fait, c'est ça qui est important culturellement. Et je pense que ça peut nous donner des super pouvoirs. Et quand on est dans une discussion dans l'équipe de management, quand on dit il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et quand on dit bon, qui est responsable de ce point-là, c'est pas qu'on cherche des boucs émissaires, c'est qu'on dit ok, qui prend la main pour fixer le bazar. On n'est pas du tout en mode règlement de compte, c'est au contraire dire oui, c'est bon, le passé c'est le passé, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on résout les choses. Et donc c'est vraiment une culture qui doit absolument créer un climat de confiance, parce que sinon la seule chose que tu retiens c'est des communications directes et que tu oublies le contexte de bienveillance. Et donc je pense que c'est toi qui m'avais dit il y a quelque temps, ouais, il y a un décodeur à avoir chez nous. Donc ça m'intéresse que toi tu m'expliques ça. Un décodeur à avoir, et si tu as le décodeur, tu peux vraiment te lâcher, t'épanouir. Mais si tu n'as pas le décodeur, c'est sûr que bah oui, c'est parfois un peu, c'est pas très politisé comme style de communication. Je sais pas comment toi tu le décrirais. Moi je le décrirais par vraiment un focus sur la clarté au final, parce qu'on dit direct, mais moi je le dis plutôt de manière claire, sans ambiguïté. Et ça, je pense que c'est super bénéfique. Et ce que je dis dans décodeur, c'est que, voilà, qui dit clarté, dit aller à l'essentiel généralement, dit ne pas forcément mettre des smileys en bout de chaque phrase. Et ça, d'un point de vue culturel, surtout pour nos plus jeunes recrues qui nous ont rejoints au cours des dernières années, effectivement, quand on envoie un mail, parfois, on n'est pas obligé de dire bonjour, au revoir, on peut juste aller à l'essentiel. On s'attend à des réponses de ce type-là. Et ça ne veut pas du tout dire que la conversation n'est pas friendly. Ouais. Et donc ici, je pense que c'est ça un petit peu l'essence. C'est la clarté de OK, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, et de la transparence sur OK, voilà comment les choses se passent, et ne pas avoir peur, effectivement, de communiquer, voire de surcommuniquer quand c'est nécessaire. Et ça, c'est clairement des erreurs faites dans le passé de ma part. Hein. J'ai toujours peur de me répéter, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai péché par sous-communication. Et ça m'a coûté parfois quelques points de crédit parce que, enfin, tu vois, niveau crédibilité, ça mène à de l'incompréhension. Et donc, tu mets le doigt sur quelque chose de super important. C'est dans le doute, maintenant, je surcommunique, je me répète. Je m'en fous, je radote. mais l'alternative est bien plus coûteuse, en fait, en termes de culture. Et donc, c'est une erreur. On est loin d'être parfait, on a encore des couacs à gauche, à droite dans certains processus internes, mais en communiquant, tu gardes cette adhésion, cette compréhension, et je pense que la culture de la boîte, elle se fait en répétant autant qu'il faut, et c'est pas grave, qu'effectivement, il y a cette logique de confiance et de sincérité, et en fait, on veut bien faire. Et on ne veut pas, par exemple, avec nos collaborateurs et collaboratrices, on ne veut pas grandir à leurs dépens, on veut grandir avec eux. Et on veut être honnête, transparent, faire ce qui est juste, faire ce qui est mérité. Et on veut... Moi, ce que je dis souvent quand j'aborde ces thématiques, c'est la seule chose que je veux. Ce que je vais dire va peut-être vous déplaire, et vous n'allez peut-être pas toujours avoir ce que vous voulez, mais ce que je veux jamais que vous perdiez de vue, et que c'est la conviction, je veux que vous gardiez la conviction qu'on fait ça dans votre intérêt et qu'on n'essaye pas de vous avoir, quoi. Parce que si tu perds ça dans ton équipe, alors le reste, mais tu peux faire une demi-heure de grand-messe. Ça passe d'un côté, ça sort de l'autre, effectivement. Tu peux mettre un light show, de la musique, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas la confiance de ton personnel et de tes collaborateurs sur non, il est sincère quand il essaie de faire de son mieux, voilà, tu peux chanter Malbrook, tu vois, personne ne va t'écouter, tu vois. Et là, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour beaucoup de membres de l'équipe. La confiance, elle est là. Ouais, mais donc merci, hein, mais c'est pas gagné d'avance. Et c'est un travail permanent. Et donc, je suis super content, effectivement, que cette confiance soit là. Mais on continue à travailler. C'est pas un acquis.
c'est quelque chose qui se travaille sans fin, quoi. Ok, bah super, merci beaucoup. Quel conseil est-ce que tu donnerais pour clôturer à ton toi d'il y a 20 ans? Alors, j'ai réfléchi souvent. En y réfléchissant, il y a un conseil à moi quand j'avais 20 ans et moi quand j'avais 30 ans, parce que là j'en ai 45. Euh, euh, Quand j'avais 20 ans, j'étais peut-être un peu cynique. Euh, alors j'ai toujours développé l'humour comme mécanisme de défense, mais je pense que euh, le cynisme m'a empêché probablement de construire des choses qu'il m'a fallu du temps pour comprendre. Et donc, je pense que le sarcasme et l'humour, c'est une chose, mais le cynisme, c'est un frein. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et c'est sûr que si je me revoyais dans 20 ans, je me dirais aussi, ouais, plante-toi. prends-toi 2-3 baffes dans la figure, ça te fera du bien. Parce que je pense que être majeur et être adulte, c'est pas la même chose. Et que quand tu as 22, 23 ans et que tu sors de l'université, tu es majeur, mais perso, j'étais loin d'être adulte. Et c'est pas grave, il y a des choses qui sont incompressibles, il faut juste accepter qu'il y a des apprentissages qui se font et c'est pas parce que tu as un diplôme universitaire que tout d'un coup tu deviens un adulte. Mais clairement, je pense, ouais, le cynisme. Et alors à 30 ans, c'était. J'avais pas encore appris à vraiment bien bosser. Euh, Ça, c'est venu sur le tard, c'est venu par la nécessité, notamment chez Agilitic. Mais la personne de 30 ans, j'aurais peut-être dit je sais que c'est facile pour toi de bosser maintenant, mais j'étais un peu parfois, je me sentais dans une zone de confort. Et comme j'étais relativement correct dans ce que je faisais, je réfléchissais pas forcément à aller chercher autre chose. Et peut-être que j'étais pas dans un cadre où c'était même voilà, encouragé, mais la, la, la logique d'essayer de bosser un petit peu plus pour avoir peut-être des résultats bien meilleurs sont arrivés un peu plus tard dans ma vie. Et voilà. Et de nouveau, alors est-ce que je le regrette? Je sais pas, parce qu'après, voilà, ça fait partie de l'apprentissage des gens. Euh, donc il faut se prendre aussi quelques baffes dans la vie, quoi, parce que sinon t'apprends pas. Et donc je pense que si tu passes ta vie à juste à sauter de succès en succès, bah, tôt ou tard, tu vas prendre une grosse baffe. Et je préfère avoir des mini baffes à 20 ans que des grosses baffes à 45, quoi. Magnifique, magnifique. Une lecture que tu recommanderais? Alors, de nouveau, à 20 ans, euh, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un truc vraiment terre à terre, mais et j'en discutais cette semaine, c'est pour ça que ça me revient. C'est un truc qui s'appelle Getting Things Done. Et je sais pas, en français, il doit avoir une version française. On le mettra peut-être en lien sur la page des notes. Mais Getting Things Done, c'est vraiment un outil pour comment est-ce que tu gères tous les flux d'infos qui te tombent dessus, quoi. Et comment est-ce que tu vois, tu as des mails, tu as des notes, tu veux prendre, tu veux. Et c'est un système avec un bête diagramme. C'est vraiment beaucoup de bon sens. Mais en fait, moi, maintenant, c'est devenu une deuxième nature d'avoir cette logique de l'inbox. Est-ce que je dois déléguer? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois le reporter à plus tard? Et je me rends compte à quel point, allez, c'est une évidence pour moi, mais ça l'est pas pour tout le monde, d'avoir cette vue qui te permet de canaliser et de sortir. Et de nouveau, je suis pas parfait, il y a des moments où je dérape, mais cette philosophie de travail, de gérer vraiment ton inbox et te dire sur quoi je dois bosser aujourd'hui, c'est vraiment utile et ça peut te donner un peu des espèces de super pouvoirs où les gens te font des remarques, mais enfin. Alors je dis toujours, je suis lent, mais j'oublie pas, donc parfois je réponds pas vite. Mais parfois, c'est fait exprès parce que, bah oui, c'est dans mon inbox, mais voilà. Donc, ça donne pas des super pouvoirs de productivité, mais au moins, tu n'oublies rien et tu choisis tes priorités en connaissance de cause. Donc, à 20 ans, si tu n'as pas une méthode de travail, c'est super utile. À 30 ans, l'art subtil de s'en foutre, tu vois. C'est paradoxal par rapport à ce que je disais au travail, etc. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'avec les responsabilités qui augmentent, tu dois essayer d'éviter de prendre trop les choses à cœur. Euh, euh, et, euh, et c'est vraiment super important quand tes responsabilités, les enjeux, etc. Et donc ça commence à te miner et tu dis, waouh, enfin, c'est quand même plus impressionnant. Une erreur peut être plus coûteuse. Et donc du coup, tu as envie quand même de canaliser une certaine angoisse tout en restant toi-même et sans en avoir rien à foutre. Voilà le titre paradoxal du bouquin. Et maintenant, c'est marrant parce que seulement, alors ça va faire un peu vieux crouton et vieux sage, mais en fait, l'art subtil de s'en foutre, qui est un best-seller, hein, en fait,
derrière, c'est un peu du bouddhisme déguisé, tu vois. Et la suite, c'est une vulgarisation du bouddhisme, si tu veux. Et la suite, je ne sais pas le titre en anglais, mais l'autre bouquin qu'il a fait, en anglais, c'est Everything is Fucked, je pense. En fait, c'est de la vulgarisation du stoïcisme, en fait. Et en fait, il écrit super bien, c'est super drôle, et donc je le recommande chaudement. Mais en fait, derrière, c'est des trucs ancestraux, quoi. Et maintenant, en ce moment-là, je regarde un peu plus le stoïcisme. Et donc, c'est Gilles Daoust qui m'avait filé le bouquin de Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Là. Oui, tout à fait. Et alors, tu ouvres ça, tu fais, mais enfin, ce truc est incompréhensible. Avec quoi tu viens, tu vois la première fois que tu le lis, tu fais, ouf, c'est quand même pas évident. Et après, tu commences à feuilleter 2-3 pages, tu fais, ouais, il y a quand même plein de bon sens là-dedans. Et donc maintenant, je me retrouve à aller chercher dans le stoïcisme, surtout un peu avec les événements géopolitiques dont je suis pas méga fan en ce moment. Et tu fais, ok, mais comment est-ce que je peux arriver à pas complètement péter un câble, rester serein, et comment est-ce que j'arrive à agir dans un environnement externe qui te fait peur, un contexte de marché où on te souffle le chaud et le froid, et t'as ta boîte, comment est-ce que tu fais? Et donc je consulte un peu le truc, et alors j'ai créé, je me suis créé aussi un petit stoïque GPT. Et donc voilà, pour boucler la boucle avec l'IA et ChatGPT, et donc pour la blague, mais je l'ai partagé avec Chris. Et donc j'ai un Marc Aurèle de poche. Et donc en gros, je lui ai dit, je suis le patron d'une petite boîte, d'une petite boutique de data science. J'ai des hauts, des bas et des aléas dans ma vie de dirigeant et de papa et tout ce que tu veux. Je vais te poser des questions et je vais me lamenter, et je veux que tu me répondes en utilisant les principes du stoïcisme. Voilà. Et donc maintenant, je me lamente sur Stoic GPT. Et il me dit, bah voilà, je vois que tu as du mal à dormir ce soir parce que tu as un peu peur du contexte. Alors, je te rappelle que tu ne dois te soucier que de ce que tu contrôles, blablabla. Ah, merci Stoic GPT. Mais bref, donc avec cet âge qui commence à s'avancer, je commence à comprendre ce qu'ils me veulent. Mais de nouveau, est-ce qu'à 20 ans, tu as envie d'entendre ça? Je sais pas. Tu as peut-être envie de te prendre 2-3 petites baffes. 2-3 petites baffes d'abord. 2-3 petites baffes d'abord, et puis ça vient, et je pense que c'est normal. Et après, c'est vrai qu'avec le recul, tu dis, ah ouais, finalement, c'est pas complètement con ce qu'il disait il y a 2000 ans. Ça sert peut-être à rien de réinventer la roue. À part le mettre dans un GPT, parce que c'est plus facile à utiliser qu'un bouquin qui est parfois difficile à craquer. Mais voilà. Magnifique, magnifique. Pour terminer, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? C'est info@agilitic.be, et ça arrive directement chez moi, parce qu'on est très très direct dans les façons de nous contacter. Donc on a un WhatsApp sur le site, on a info@agilitic.be. Sur notre site, il y a tout plein d'études de cas sur ce qu'on a déjà fait, c'est super inspirant. Et juste à côté, il y a marqué contactez-nous. Et chez nous, ça arrive dans la boîte partagée de toute l'équipe de management. Donc c'est pas info genre poubelle, c'est info toute l'équipe sur le pont, et qui prend la main. Est-ce que c'est moi la bonne personne pour répondre à cette question, ou est-ce que c'est mon collaborateur? Mais c'est la garantie que moi, avec grand plaisir évidemment, mais si c'est un autre collègue, directement il est sur la balle, et c'est notre petit Getting Things Done interne qu'on utilise. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Alex.